Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode de French Retro et Vintage, le podcast dédié aux cultures rétro et vintage. Je suis Angie, votre présentatrice, et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro. Avant de nous plonger dans le contenu de ce nouvel épisode, je tenais à vous remercier d'abord des retours et partages suite à celui du mois dernier qui avait été assez difficile en raison de plusieurs problèmes techniques et personnels à réaliser, donc de voir que ça vous a plu, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Et je voulais également faire un petit disclaimer. Tout d'abord, je suis malade, comme quasiment à chaque fois que je dois enregistrer un podcast, donc si vous m'entendez beaucoup déglutir ou si vous entendez que j'ai la voix un petit peu enrouée, c'est tout simplement parce que j'ai très mal à la gorge, donc je vais faire mon possible pour que ça ne s'entende pas trop. Et je voulais également préciser le fait que je suis en appartement, donc vous risquez d'entendre un petit peu des bruits de circulation, des bruits d'avions, puisqu'il y a plusieurs avions qui passent au-dessus de là où je suis actuellement. Encore une fois, je ferai mon possible pour que ça n'impacte pas trop l'épisode au montage. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment j'allais faire pour améliorer un petit peu la qualité audio dans les mois à venir. Donc c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup et je vais essayer notamment d'investir dans du matériel de meilleure qualité. Mais voilà, ça va me prendre un petit peu de temps puisque forcément c'est un budget. Mais en tout cas, je vous remercie de vos remarques et vos retours. Maintenant, je vous propose de nous pencher sur le contenu de ce troisième épisode en espérant qu'il vous plaise. Démarrons cet épisode avec notre segment Back to the Past dans lequel je vous fais découvrir un petit morceau d'histoire. J'avais envie pour ce troisième numéro de vous parler d'un sujet que je connais très bien et qui me passionne depuis des années, Arthur Conan Doyle et son célèbre héros Sherlock Holmes. J'ai découvert Sherlock Holmes lorsque j'avais 8 ou 9 ans en lisant l'une de ses plus célèbres aventures, à savoir Le Chien des Baskerville, que j'avais emprunté à la bibliothèque. Je me souviens que cette lecture avait été à la fois un petit peu traumatisante, puisque j'avais rêvé de l'énorme chien pendant des jours, et en même temps captivante, si bien que j'ai par la suite lu l'intégralité des histoires mettant en scène le détective et son acolyte, John Watson. Sherlock était pour moi une porte d'entrée dans l'une de mes autres passions, à savoir le monde des détectives dans la littérature, et c'est ce qui m'a conduit par la suite à lire toutes les aventures d'Hercule Poirot, Miss Marple ou encore de Dupin, le héros d'Edgar Allan Poe. Sherlock est donc une passion d'enfance qui me suit encore aujourd'hui, au point que j'en ai même fait le sujet de mon mémoire de master il y a quelques années. C'est vous dire à quel point j'en suis fan et à quel point je connais le sujet, et c'était donc une évidence pour moi de vous parler un jour ou l'autre d'Arthur Conan Doyle, l'homme derrière le détective, dans ce podcast. Il y a énormément de sujets que j'aimerais aborder autour de Sherlock et de son créateur, comme par exemple les inspirations derrière le personnage de Holmes, l'histoire de la police d'investigation au Royaume-Uni, la passion pour le paranormal de l'auteur ou encore son amitié avec Houdini. Mais après vous avoir consulté sur la page Instagram du podcast, FRVPod, j'ai décidé de vous parler plus généralement de la relation assez étrange qu'Arthur Conan Doyle entretenait avec ce personnage qui l'a rendu si célèbre. Si jamais un autre de ces thèmes cependant vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'en parlerai dans un prochain épisode. J'ai d'ailleurs pu remarquer que lorsque j'ai mentionné que j'allais parler de Sherlock et d'Arthur Conan Doyle, j'ai reçu beaucoup de questions sur les sujets que j'allais aborder et je songe même faire une sorte de mini-série à travers les épisodes à venir pour parler ponctuellement de Doyle et de Sherlock Holmes, donc j'espère que ce projet vous intéressera. Mais qui est Arthur Conan Doyle ? Né en 1859 et mort en 1930, Arthur Conan Doyle a vécu en 71 ans un nombre spectaculaire de choses, tant au niveau personnel qu'à l'échelle plus large de l'histoire du Royaume-Uni. Cet Écossais est aujourd'hui souvent limité au personnage de Sherlock Holmes lorsqu'on parle de lui, mais son histoire touche en réalité à de très nombreux domaines. Comme c'était très souvent le cas à l'époque, Arthur Conan Doyle grandit dans une vaste famille de 10 enfants, une famille plutôt modeste où les fins de mois étaient assez difficiles. Son père, qui travaillait notamment dans le domaine de la caricature, avait un petit peu du mal à gagner de quoi faire vivre sa nombreuse famille, et à la suite de son enfance, Doyle décide d'entreprendre des études à l'université de médecine d'Édimbourg, qui était à l'époque une véritable institution non seulement dans le pays mais dans toute l'Europe entière, puisqu'il s'agissait de la plus vieille université de médecine d'Europe et dont l'enseignement était extrêmement réputé. C'est là qu'il rencontrera Joseph Bell, un médecin et professeur réputé de l'époque, notamment pour ses méthodes de travail. Bell a été pour le jeune étudiant une figure capitale et sans aucun doute l'une des influences majeures pour le personnage de Sherlock Holmes. Pendant ses études et pour gagner un petit peu d'argent, Doyle partira pendant près d'1 an et demi sur un baleinier, un type de bateau très répandu à l'époque et utilisé pour la chasse à la baleine, afin d'assurer le service médical à bord. Après ses études, il s'installe comme médecin, mais son cabinet peine à attirer la clientèle. Pour occuper le temps et aussi se faire un petit peu d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, puisqu'il s'est marié en 1885 avec sa première épouse du nom de Louisa Hawkins, qui souffrait de tuberculose, une maladie au traitement assez coûteux,
il décide d'utiliser sa passion pour l'écriture et de faire publier ses histoires. C'est en 1887 qu'il crée, pour une histoire destinée à être un one-shot, le personnage de Sherlock Holmes dans un roman, Une étude en rouge, qui sera publié dans un journal de l'époque comme c'était très fréquemment le cas. Il continue à publier d'autres histoires ici et là, puis, quelques années plus tard, alors qu'on le commissionne pour écrire une série de nouvelles, il décide de reprendre le personnage de Sherlock Holmes et le succès sera alors foudroyant. En effet, Arthur Conan Doyle rencontre avec Sherlock Holmes un succès incroyable. Les aventures du détective s'arrachent, les journaux et éditions se vendent comme des petits pains, et Arthur Conan Doyle se met alors à gagner beaucoup d'argent. Le personnage connaît un engouement rare, et nombreux sont les gens persuadés de l'existence du détective, lui écrivant même des lettres pour lui demander son aide. Petit fait assez rigolo d'ailleurs, la célèbre adresse associée au personnage de Sherlock Holmes, à savoir 221B Baker Street, n'existait pas encore à l'époque. Conan Doyle devient une figure de la scène littéraire mais également politique en raison de son investissement par exemple dans la Seconde Guerre des Boers, pour laquelle il a d'ailleurs été beaucoup critiqué par la suite. Bref, tout semble aller pour le meilleur des mondes pour Arthur Conan Doyle, mais après quelques années de ce succès incroyable, en 1893, l'improbable se produit. Arthur Conan Doyle publie Le Dernier Problème, une nouvelle dans laquelle Sherlock Holmes, aux prises avec Moriarty, son plus grand ennemi, meurt. La publication de cette aventure est un vrai choc. Les lecteurs se déchaînent auprès du Strand Magazine, où étaient publiées les histoires, mais aussi sur Arthur Conan Doyle, qui reçoit un grand nombre de lettres de menaces. À Londres, nombreux sont ceux qui portent même un bandeau noir à leurs bras en hommage au héros disparu. Fort heureusement, Sherlock Holmes n'a pas dit son dernier mot. Arthur Conan Doyle le fera en effet revenir une première fois en 1901 pour Le Chien des Baskerville, avant de le faire revenir d'entre les morts pour de bon en 1903, avec plusieurs séries de nouvelles jusqu'en 1927. Mais comment expliquer alors cette décision de tuer Sherlock pendant près de 10 ans? La réponse est assez simple et pourtant plutôt méconnue du grand public, et surprenante quand on voit le rôle joué par Sherlock Holmes dans l'héritage d'Arthur Conan Doyle. Ce dernier s'était tout simplement pris d'une aversion sans limite pour son héros. Car ce qu'on ne sait pas vraiment aujourd'hui, c'est que Conan Doyle a énormément écrit en parallèle des aventures de Sherlock Holmes. Sa série la plus connue en dehors de Holmes est sans doute celle du professeur Challenger, mais ce que Doyle préférait écrire, ce n'était pas des enquêtes, mais des livres qu'il considérait comme beaucoup plus sérieux et même de qualité supérieure, les romans historiques sur lesquels il passait beaucoup de temps. Un temps qui malheureusement ne lui apportait pas la récompense escomptée, car si les lecteurs plébiscitaient Sherlock s'arrachant ses dernières aventures dès leur publication, aventures qu'il écrivait de son propre chef assez rapidement et sans trop s'attarder sur le style, un petit peu sur un coin de table, il ne s'intéressait pas vraiment à ses autres publications qui peinaient à se vendre. C'était une énorme déception pour Arthur Conan Doyle, dont ses proches et le monde littéraire étaient au courant. Plusieurs caricatures de l'époque, en effet, que je vous posterai sur le compte Instagram du podcast, le représentent enchaîné à Holmes ou dans l'ombre de son personnage avec le visage renfrogné, un témoignage du fait qu'il était vraiment prisonnier de ce détective et qu'il n'arrivait pas du tout à trouver un moyen de s'échapper de ce personnage beaucoup plus grand que lui. En tuant Sherlock Holmes, il reprenait donc symboliquement le contrôle de son travail littéraire et de sa carrière, déterminé à se consacrer à ce qu'il estimait être la meilleure partie de son œuvre, les romans historiques. Entre 1892 et 1903, il publie donc ainsi plusieurs romans qualifiés notamment de napoléoniens, ainsi que d'autres histoires avec un fort aspect historique et donc beaucoup de recherches derrière, mais à son grand désarroi, le succès reste quand même très loin d'égaler celui des aventures de Sherlock. Pendant cette période, il se développe aussi chez Arthur Conan Doyle un vrai amour et une vraie passion pour le paranormal, les séances, mais ça je pense que je vous en parlerai dans un autre épisode. Aujourd'hui, près de 90 ans après la mort d'Arthur Conan Doyle, la majeure partie de son œuvre est malheureusement tombée dans l'oubli, et son nom est désormais associé quasiment uniquement à celui de Sherlock Holmes, qui est l'un des personnages de fiction les plus joués au théâtre, à la télévision et au cinéma, un héritage qui se traduit en milliers de ventes d'exemplaires de ses aventures, de nombreuses réécritures et pastiches, des jeux vidéo et de société, des statues ou encore des musées un peu partout dans le monde. Une histoire qui montre bien que parfois, malgré le succès, l'amour entre un auteur et son personnage n'est pas toujours au rendez-vous. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de vous pencher davantage sur Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, lorsque j'ai annoncé que je voulais parler de cette histoire, j'ai reçu beaucoup de remarques enthousiastes, ce qui me donne vraiment envie de vous proposer d'autres segments autour du détective à l'avenir et de façon plus régulière. Donc si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part afin que je puisse travailler là-dessus activement pour les prochains épisodes. Nous avons parlé du passé, il est à présent temps de parler du présent avec la sortie d'un film qui m'intriguait et que j'avais vraiment envie de voir,
Midway de Roland Emmerich, réalisateur très connu pour ses blockbusters comme Independence Day. Midway est un film de guerre qui se focalise plus particulièrement sur l'aviation de guerre, un sujet que je découvre depuis maintenant près de 3 ans via mon compagnon qui est passionné par l'aviation de la Première et Seconde Guerre mondiale. Sans être une experte, j'ai pu apprendre beaucoup sur ce domaine, non seulement en visitant des musées en France et au Royaume-Uni sur l'aviation, mais aussi en participant à des meetings aériens comme la Ferté-Alais d'Oxford ou celui de Cosford, des événements auxquels j'aime beaucoup me rendre et j'espère en faire beaucoup d'autres à l'avenir, ou encore via les BD du très talentueux Romain Hugo, un expert en avion et en pin-up. Après avoir adoré le film Dunkerque de Christopher Nolan qui est sorti il y a maintenant 2 ans, avec son casting incroyable et ses superbes images, des scènes d'aviation très bien filmées, j'étais vraiment curieuse de découvrir ce film Midway. Mais avant de vous parler du film, je pense qu'il est important de vous donner quelques informations sur le contexte du film, son sujet, son histoire. Midway raconte l'histoire de la bataille de Midway, une bataille aéronavale de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est plus précisément déroulée au début du mois de juin 1942, alors j'ai vu les dates du 5 au 7 juillet, dans le Pacifique, près des îles Midway, d'où le nom de la bataille et bien évidemment du film. Vous l'aurez compris, qui dit Pacifique dit opposition entre le Japon et les États-Unis. Cette bataille n'est pas forcément très connue du grand public aujourd'hui en France, éclipsée en général dans les livres d'histoire par l'attaque de Pearl Harbor subvenue à la fin de l'année 1941 et qui a marqué l'entrée des États-Unis, jusqu'alors plutôt en retrait, dans la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la bataille de Midway découle de cette attaque et est considérée comme un tournant majeur dans l'histoire de la guerre sur la côte pacifique, avec la perte pour le Japon de 4 de leurs porte-avions et surtout la perte de leur avantage sur ce front. Pour éviter que le podcast dure un temps interminable, je ne vous détaillerai pas davantage le déroulé de cette bataille. En revanche, si le sujet vous intéresse, vous pourrez trouver facilement sur YouTube de très nombreux documentaires, notamment en français mais aussi en anglais, pour en apprendre davantage. Je peux également vous recommander le film documentaire The Battle of Midway, la bataille de Midway en français, qui est sorti en 1942 et qui comprend des images réelles de la bataille. Il s'agit d'un documentaire réalisé par John Ford, un réalisateur prolifique de l'époque, qui dure 18 minutes, et avec en narrateur plusieurs acteurs, dont Henry Fonda. C'est un documentaire qui est notamment disponible sur la plateforme Netflix et je l'ai visionné en préparation de ce podcast. C'est un documentaire que j'ai trouvé très intéressant pour les images en elles-mêmes et la façon dont la bataille est présentée. Alors évidemment, comme c'est un film qui a été réalisé pendant la guerre, il y a un fort parti pro-américain, un côté très patriotique également dans ce documentaire. Je vous conseillerais cependant de le visionner avec des sous-titres, même si vous le regardez en anglais, parce que malheureusement, en tout cas sur la plateforme Netflix, le son est très difficile à comprendre pour ce qui est des voix off. La qualité n'est pas forcément la plus optimale. Donc si jamais vous le regardez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le compte Instagram ou par mail. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Midway, le film de 2019, est réalisé par Roland Emmerich, un réalisateur originaire d'Allemagne, dont vous avez déjà peut-être vu le travail puisqu'il est un nom très connu dans le milieu des blockbusters d'action, notamment avec ses films Independence Day, 2012, encore plus récemment White House Down. C'est un habitué des films au scénario catastrophe et ses productions rencontrent en général un succès commercial. Mais en faisant des recherches sur le film, j'étais assez surprise de voir que Roland Emmerich a eu beaucoup de mal pour faire financer le film. La raison invoquée, c'est celle d'un budget prévu beaucoup trop élevé. Alors je crois que le budget final est de plus de 100 millions de dollars, une somme qui pourtant est relativement commune, voire faible quand on se penche sur les films d'action de ces dernières années. Par exemple, pour comparer avec un autre film d'action sorti récemment, Terminator Dark Fate, le budget pour ce film-là est estimé à 180-190 millions de dollars, donc presque le double. Donc Roland Emmerich a dû recourir au soutien notamment de la Chine pour ses financements, ainsi qu'à des financements indépendants. Le tournage du film s'est déroulé pendant le second semestre 2018 et on retrouve dans ce casting des acteurs assez connus, notamment dans le milieu des films d'action, voire des films d'horreur. Il y a d'abord Ed Skrein qu'on a vu dans Deadpool et Alita, Patrick Wilson qui joue Ed Warren dans la série des Conjurés, Luke Evans qu'on connaît également pour le rôle du chouchou du village, à savoir Gaston, dans la version live action de La Belle et la Bête, Aaron Eckhart ou Harvey Dent dans les Batman de Nolan, ou encore mon petit chouchou personnel, le chanteur et acteur Nick Jonas. Mais on retrouve également Tadanobu Asano, Etsushi Toyokawa et Jun Kunimura, qui sont 3 acteurs à la filmographie bien remplie, que ce soit en Asie mais également à l'échelle internationale. Alors je ne pouvais pas vous parler du film Midway sans également évoquer le film Dunkerque de Christopher Nolan, sorti en 2017 et qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Ce film dépeignait l'opération Dynamo, elle aussi qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale, loin du Pacifique et sur les froides côtes françaises de Dunkerque. Je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé et aiment beaucoup ce film, que j'avais trouvé très prenant et très intense, avec de très belles scènes
immersive en vol avec Tom Hardy notamment, mais aussi des passages très angoissants au sol. Il faut bien sûr garder à l'esprit que ces deux films, malgré des ressemblances dans les sujets, donc deux opérations de la Seconde Guerre mondiale avec une forte importance de l'aviation, ont des différences majeures, notamment le réalisateur, donc Roland Emmerich, qui est ce qu'on pourrait appeler un pro des films catastrophes à grande échelle, habitué des grands plans spectaculaires, tandis que Christopher Nolan, qui a touché à plein d'univers et plein de genres différents, donc l'anticipation, le suspense, le super-héros, est reconnu pour son esthétique très particulière. Donc ça ne veut pas dire que l'un des films est meilleur que l'autre, tout dépend bien évidemment de ce que vous recherchez. À noter quand même que dans Dunkerque, on retrouve Cillian Murphy, qui est un acteur qui me rend très heureuse. Donc si jamais, d'ailleurs, au passage, vous aimeriez que je vous parle de Peaky Blinders dans ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir et je verrai ce que je peux faire pour ça. Alors initialement, j'avais prévu de terminer cette partie de Métro Boulot Rétro par un petit avis du film Midway. Mais malheureusement, à l'heure d'enregistrement de ce podcast, donc le 25 novembre, je n'ai toujours pas pu voir le film qui est sorti il y a une quinzaine de jours, si je ne me trompe pas. Tout simplement parce qu'il ne passe pas du tout dans une salle près de chez moi, ce qui m'étonne un petit peu. Je pensais qu'un film de Roland Emmerich sur la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un sujet assez populaire, qui plaît beaucoup en général, je pensais que ça passerait dans une salle vers chez moi, et pas du tout. La seule salle où je l'ai trouvé, c'était à plus d'une heure de là où je me trouve, ce qui m'a un petit peu fait tiquer, puisque je me suis dit que du coup, il faudrait que je fasse 2 heures aller-retour, plus le film, plus les bandes annonces, ça faisait un petit peu beaucoup. J'ai attendu dans l'espoir qu'il passe près de chez moi, et voyant que le mois quand même défilait, je me suis résignée à enregistrer ce podcast sans pouvoir vous donner mon avis dessus. Quand j'aurai l'occasion de le voir, prochainement j'espère, je vous en parlerai sur le compte Instagram du podcast, et si vous avez pu le visionner, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que du coup j'aimerais bien un petit peu savoir ce que vaut le film, s'il plaît, s'il est intéressant, et comment ça se passe un petit peu au niveau des scènes d'aviation. Voilà, c'est pas vraiment comme ça que j'avais prévu de terminer ce second segment, mais je pense que vous pourrez comprendre. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous avez eu du mal à trouver le film près de chez vous, parce que je veux savoir si c'est effectivement juste un problème de diffusion de salle vers chez moi, ou si au contraire c'est un problème que d'autres personnes ont pu rencontrer. Il est à présent temps de nous pencher sur notre dernier segment du podcast, dans lequel je vous présente l'invité du mois. Après le travail d'artisanat d'une pâquerette dans les cheveux le mois passé, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui d'une personne que je considère comme une amie et que j'ai rencontrée une fois de plus via Instagram. Il s'agit de la formidable Charlotte, aka Charlotte Sarina, qui se trouve être l'une de mes correspondantes, car oui, je fais partie de ces personnes qui aiment encore écrire sur papier et échanger des lettres, et je suis une très grande fan de son style vintage unique et de ses magnifiques photos, et je suis très heureuse qu'elle ait accepté de répondre à mes questions pour ce podcast. Charlotte est née pas très loin de Paris, une ville à laquelle elle est très attachée et où elle fait actuellement ses études pour devenir guide conférencier, un métier que je trouve personnellement passionnant. Pour elle, adopter un style rétro-vintage a été comme une évidence. C'est non seulement un excellent moyen d'exprimer sa différence et sa personnalité, mais aussi de se sentir confiante. Comme beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer qui s'intéressent au vintage, Charlotte a d'abord exploré le monde des années 50 avant de se passionner par la suite pour d'autres décennies, en particulier les années 20, 30 ou encore 60, 70, un éclectisme qui lui confère un style vraiment unique, comme en témoignent ses photos sur Instagram. Elle s'inspire de nombreuses influences, notamment tirées de séries comme Peaky Blinders, Las Chicas del Cable ou Alta Mar. Grande fan des looks de Charlotte, j'ai voulu savoir quelle pièce de sa collection elle aimait le plus, et je n'ai pas vraiment été surprise lorsqu'elle a répondu ses accessoires, puisque Charlotte a en effet toujours des looks extrêmement complets de la tête aux pieds. Chapeau, turban, béret, lunettes, sac ou encore manteau, Charlotte a tout ce qu'il faut, et je vous posterai sur le compte du podcast quelques photos pour que vous puissiez découvrir un petit peu ses coups de cœur. Un autre point que je souhaitais aborder dans ce portrait de Charlotte, c'est un thème auquel je l'associe souvent lorsque je pense à elle, à savoir celui du voyage. Sur son compte, Charlotte partage régulièrement ses découvertes de villes et bonnes adresses, notamment en France, mais aussi ailleurs en Europe. Organisée et prévoyant toujours un nouveau voyage, Charlotte adore particulièrement se rendre à Londres, dont elle adore l'ambiance, et elle a pour projet de continuer ses voyages dans les capitales d'Europe, mais aussi sur d'autres continents, des aventures que j'ai déjà hâte de suivre. Gastronomie, visites et découvertes culturelles, voilà ce que Charlotte recherche dans ses voyages. Que ce soit en vadrouille ou non, les photos de Charlotte sont toujours très jolies et bien travaillées. Je lui ai donc demandé comment elle procédait pour réaliser ces clichés. Charlotte est tout autant adepte du shooting organisé par son amoureux ou avec une amie que de la photo prise sur le vif au bon moment. Son meilleur conseil est de trouver quelqu'un qui trouve comment vous mettre en valeur et de surtout rester naturel. Pour finir, comme à chaque interview, j'ai demandé à Charlotte quels conseils elle pouvait donner aux personnes qui veulent se lancer dans le style rétro-vintage, et son maître mot, ça a été la qualité, pas la quantité. Je cite ces mots que je trouve très justes, il ne faut pas être impatient.
C'est vrai qu'une erreur qu'on peut commettre lorsqu'on se lance dans ce domaine, et une erreur que personnellement j'ai faite, c'est acheter plein de choses pour se faire très vite une garde-robe, mais parfois la précipitation peut nous amener à nous retrouver avec des pièces qui ne nous correspondent pas vraiment et qu'on ne sait pas comment utiliser. Du coup, je trouve ça très pertinent d'encourager les gens à se pencher plutôt sur la qualité, sur le fait de réfléchir à ce que vous voulez comme look, avec quoi vous pouvez associer ce que vous avez déjà, plutôt que d'acheter un petit peu au hasard des pièces pas trop chères ou à droite à gauche. Et voilà pour ce portrait, je remercie encore Charlotte qui a pris le temps de répondre à mes questions et je vous encourage à la suivre sur son compte Instagram, Charlotte Tsarina, dont vous trouverez le lien en barre d'informations. Je tiens également à vous rappeler que si vous souhaitez partager votre passion pour le rétro vintage, parler d'un événement, de votre métier en lien avec ces univers ou encore me suggérer un sujet, vous pouvez me contacter par mail à retrovintagefrench@gmail.com. C'est sur ces mots que se termine ce troisième épisode de French Retro Vintage. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment d'écoute. Comme toujours, vous retrouverez des informations complémentaires à l'épisode dans la barre d'infos, ainsi que sur le compte Instagram officiel du podcast, FRVPod. Vous pouvez également me contacter par mail sur retrovintagefrench@gmail.com ou me suivre sur mon compte personnel, Fatmost Peculiar Mademoiselle. Tous les liens seront, encore une fois, en barre d'informations. On se retrouve très vite pour le 4e épisode qui sortira en décembre avec, comme vous vous en doutez, un programme festif. Mais en attendant, comme toujours, prenez soin de vous. Alors oui, c'est encore moi, je termine cet épisode par une petite note supplémentaire. Alors comme vous le voyez, cet épisode n'est pas sorti fin novembre comme initialement prévu, mais début décembre, tout simplement parce que j'ai eu pas mal de petits problèmes techniques, problèmes de câbles, problèmes avec mon logiciel de montage et également des problèmes personnels qui ont fait que j'ai pris beaucoup de retard. Donc pour être sûr de pouvoir vous proposer du contenu de façon un peu plus régulière à partir de 2020, je ne vais pas réaliser d'épisode ce mois-ci car clairement je n'aurai pas le temps. Donc pas d'épisode de Noël, pas d'épisode de fin d'année, mais vous pourrez me retrouver à partir de début janvier dans de meilleures conditions, en tout cas je l'espère. Et du coup je vous souhaite d'avance de belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve en janvier.